Salut tout le monde, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une réelle vidéo top cinéma, c'est pour ça que pour me rattraper, j'ai décidé non pas de faire un top 10 et un flop 5 des films de 2019, mais de vous faire mon top 74, qui en gros est juste un top de tous les films que j'ai vus cette année au cinéma. Alors avec un top 74, ça risque d'être long, je le conçois, c'est la raison pour laquelle j'ai tenté d'écrire des mini-critiques pour chaque film. En gros, normalement je devrais pas dépasser 30 secondes de prise de parole pour critiquer un film, sauf pour quelques rares exceptions. L'idée est ici de vous parler le plus rapidement possible de tous les films que j'ai vus. À quoi ça sert ? Pas grand chose, hein, mais voilà, ça va pas changer votre vie, mais si ça vous intéresse, bah voilà, j'ai fait une vidéo. En tout cas, on va pas perdre plus de temps, retenez juste que c'est un top complètement subjectif, je n'essaie pas d'atteindre l'objectivité parfaite, loin de là, je vous partage simplement mon avis, et sachez aussi que les tops ça change souvent avec le temps, ce top là n'est peut-être pas définitif, même si je ne vois pas pourquoi ça vous dérangerait qu'il le soit, à part si vous tenez à tout prix à ce que j'ai le même avis que vous. Et petite dernière indication, j'ai fait un petit système de couleurs. En gros, ces couleurs désignent juste des rangs que j'ai donnés aux films, le rouge c'est pour les films mauvais, l'orange c'est pour les films moyens, le bleu pour les films sympas, le vert c'est que c'est très bien, et enfin le jaune c'est qu'ils sont ouf. À mes yeux, hein, bien sûr, ça change toujours pas ça. Enfin bref, passons tout de suite au top, en commençant par les moins bons, le numéro 74, Countdown de Justin Deck. C'est un film que je ne voulais pas voir à la base, mais j'y ai finalement accompagné un pote en sachant que je n'aimerais pas le film. Je n'ai donc pas été déçu, car oui, je ne l'ai vraiment pas aimé. Il contient à lui tout seul tous les clichés d'un film d'horreur mal branlé, à tel point que ça pourrait être une parodie. Et c'est là où se pose la question, car entre les personnages qui prennent au sérieux le problème, d'autres qui viennent détruire toute tension, on se retrouve avec un film qui ne sait pas trop où il veut aller. C'est pas le pire film de l'univers, hein, mais c'est le pire que j'ai vu cette année. Ah, et mention à la manière dont l'application prend part à l'histoire, on sent que ça a été écrit avec beaucoup, mais beaucoup de génie. Numéro 73, Men in Black International de F. Gary Gray. Ce n'est pas un film que j'attendais énormément, mais pour être franc, la bonne annonce m'avait donné envie de le voir juste pour apprécier une petite aventure qui me semblait sympathique. Résultat des courses, c'est claqué au sol. On a un film qui propose des effets spéciaux beaucoup trop en retard pour notre époque, un scénario confus qui ne se repose finalement que sur ce qu'a été la trilogie originale, des acteurs qui ne semblent pas vraiment croire au projet sans dire forcément qu'ils sont mauvais, hein, mais voilà, après on finit par apprendre que la production était désastreuse à cause d'un conflit entre producteurs et réalisateurs, encore une fois, comme quoi, ce métier n'est fait que d'amour. Numéro 72, Anna de Luc Besson. Après des grosses complications dues à ce caca puis à cet autre caca, le nouveau Besson sort enfin. Il nous promettait un film entre Léon et Nikita, ça tombe bien, j'en ai vu aucun des deux, donc j'ai pu juger sans faire attention aux ressemblances. Et c'était pas bien. Luc Besson a l'air d'avoir demandé à un lycéen fan de ses films de lui écrire un scénario tellement la narration est bordélique et mal foutue. Je n'ai cru à aucun personnage, l'action est... Et ce film est une nouvelle preuve que ce n'est pas parce que tu es un mannequin que tu es forcément actrice. Et nouvelle mention spéciale pour la scène de l'accident de voiture, une grande leçon de cinéma. Numéro 71, Convoi exceptionnel de Bertrand Blier. Cherchez dommage dans le dictionnaire et vous trouverez l'affiche de ce film. Je ne suis pas un adepte du cinéma de Blier, mais là ma déception concerne le traitement de l'idée du film. Pour rappel, le film prend part dans un monde où les gens reçoivent des scénarios qui doivent suivre à la lettre. L'idée est géniale, mystérieuse et surtout portée par de grands acteurs. Donc que pourrait-il mal se passer ? Eh ben la flamme d'un réal qui a l'air de plus savoir quoi proposer. Hein. Quand ton film est parti pour faire 1h10 et que tu tentes à tout prix de l'arranger par tous les moyens, c'est qu'il faut s'arrêter. Hein. Bertrand Blier, il a 80 ans maintenant. C'est bon, hein, la retraite, tu peux la prendre maintenant. Hein. Numéro 70, Gemini Man d'Angly. Le film piège. J'avais très hâte de voir ce film au vu des critiques qui le citaient comme le nouvel Avatar en termes d'avancée technique. Et surtout que j'avais cru lire quelque part que Andrew Niccol était au scénario. Bon, les effets spéciaux sont sympas, mais il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Et ensuite, Andrew Niccol n'était pas au scénario. Et ça s'est ressenti, putain. Le film n'est pas impressionnant. Il est ridicule, mais ridiculement drôle en fait. Sincèrement, je me suis marré devant tellement que les réactions des personnages étaient débiles. C'est un florilège de conneries. C'est un nanar. Numéro 69, Alita Battle Angel de Robert Rodriguez. Je ne connais pas du tout l'univers de Gun, je n'ai ni lu les mangas, ni vu un seul OAV. Le film ne m'a jamais réellement attiré, mais je souhaitais juste voir la prouesse technique qui concernait le personnage d'Alita. Et oui, Alita est très bien faite, on y croit. Mais c'est pour moi l'un des seuls points positifs que je donnerais à ce film. Sur le reste, j'ai pas été emballé, que ce soit au niveau de la direction artistique que je trouve personnellement pas innovante, que ce soit le jeu des acteurs un peu bancal, le manque d'émotion que j'ai ressenti, enfin bref, ce n'est pas une réussite pour moi. Je pourrais juste citer certains plans très stylisés qui m'ont fait penser à des dessins qu'on pourrait retrouver dans un manga, mais voilà. Pas plus. Numéro 68, The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Bon, ce film me perturbe car en vrai il possède un scénario plutôt drôle, mais parsemé de plusieurs techniques narratives mal utilisées qui rendent le récit juste chiant, comme le cassage du quatrième mur par exemple. D'autant plus que la réalisation de Jim Jarmusch est très lente, ce qui coïncide très peu avec le scénario qui se veut loufoque. Combien de fois j'ai vu un gag dans le film et je me suis dit « Ah !» ça aurait pu être drôle. Et pour continuer, le film se moque des films de zombies. Du coup, tu ressors du cinéma en te demandant si le réel voulait te faire comprendre que les films de zombies étaient nuls. Enfin, du coup, ton film est nul aussi. Enfin voilà, c'est beaucoup trop compliqué pour ce que c'est. Numéro 67, Fast and Furious Hobbs and Shaw de David Leitch. Aïe 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 aïe, la petite déception. J'avoue n'avoir vu que le premier Fast and Furious jusque-là, un film que d'ailleurs j'ai bien aimé. Mais pour ce film, mon attente se situait plus sur le côté bourrin et fun que les bandes annonces semblaient nous proposer. Et j'ai vite été déçu. Les scènes d'action sont molles. Elles proposent rien de réellement étonnant, ne serait-ce qu'en dehors de l'idée de base. Les personnages sont cons, je sais que je suis pas venu pour voir du Molière, mais quand t'as Jason Statham qui comprend que si t'arrives pas à frapper quelqu'un tout seul, il faut le frapper à deux,
là on peut plus rien faire quoi. C'est dommage, il se faisait juste de faire du spectaculaire, sauf que le spectaculaire c'est comme tout, c'est pas que sur le papier qu'il faut l'écrire, c'est à la réalisation aussi qu'il faut le faire. Numéro 66, Dragon Ball Super Broly de Tatsuya Nagamine. Alors j'avais déjà donné mon avis sur ce film dans un cacao critique, et je vais répéter ma principale critique du film, c'est que ça n'en est pas un justement. C'est plus un long épisode de 1h40 qu'un film, il y a quasi aucun scénario, l'animation a de jolis moments mais elle s'essouffle rapidement, seule la musique rattrape les émotions que la réal est en train de perdre, enfin donc bon c'est pas mauvais hein, mais c'est pas ouf non plus, surtout pour un film sur Broly, un personnage qui est quand même overcheaté et qui est censé être imbattable. Ou presque, du moins. Numéro 65, Le Roi Lion de Jon Favreau. Je vais être franc, j'avais à la base très envie de voir ce film. Mais plus la sortie du film se rapprochait, plus ça sentait pas bon. En fait, j'étais au départ très chaud de voir un film qui copiait pratiquement plan par plan l'original. Je sais que c'était pas très utile, mais franchement, c'était pas ce qui me dérangeait le plus. Et du coup, mon problème avec le résultat final, c'est qu'ils ont pas assumé. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des dialogues qui diffèrent un peu, mais qui deviennent dégueulasses, les émotions sont plus trop là, et on va pas se mentir, les moments musicaux sont gênants tellement il y a aucune idée de réalisation derrière. C'est juste des animaux qui chantent en marchant, quoi. Le seul moment d'adaptation très classe que j'ai relevé, c'est la chanson Soyez prêts de Scar, qui se transforme en une sorte de discours chanté a cappella. Et là, c'était vachement cool. Mais le reste, bah c'est chiant. Numéro 64, Godzilla 2, Roi des monstres de Michael Doughty. Je m'y connais pas du tout en kaiju, j'avais jamais vu un seul Godzilla avant celui-là. J'ai pas trop aimé car j'ai trouvé les humains très cons et je veux bien que ça soit presque un code, que les humains soient cons dans un film de monstres, mais là, il y avait du level quoi. Les scènes de combat entre monstres sont plutôt cool, les effets spéciaux sont sympas, malgré qu'à certains moments, pour Ghidorah, j'avais l'impression de voir des images du film Mortal Kombat Destruction Finale. Ouais, c'était assez vénère. Enfin bon, ce film existe et c'est bien car en vrai, bon, ça va. Numéro 63, Terminator Dark Fate de Tim Miller. C'était mieux que Genesis. Je peux au moins dire ça. C'est pas un film de ouf, très loin de là, mais au moins on sent que le film a été réalisé par un gars qui kiffe Terminator. Rien que la première scène te fait comprendre ça. Mais bon, le reste il est fumé, hein. Les révélations sont nazes, le méchant est pas menaçant, l'histoire du film se concentre sur ce qui ne devrait pas se concentrer, c'est toujours un peu la même histoire, je pense qu'il faut soit arrêter la saga, soit se renouveler en fait. Ou alors faire un spin-off sur les aventures de Schwarzy en poseur de rideau, ou sur l'oncle mexicain passeur de migrants, parce qu'on a tous un oncle qui fait traverser la frontière. Ici es una tradición familiar mucho importante, señorita. Numéro 62, Terra Willy, Planète Inconnue d'Eric Tosti. Bon, la seule raison pour laquelle j'ai voulu voir ce film, c'était pour le supporter. C'est un film d'animation français, du coup c'est toujours cool de donner un peu d'argent à notre bonne vieille animation. Mais je vais pas vous mentir, en dehors de ça, le film je l'ai trouvé pas bien ouf. Il semble que le film ait coûté à peine 6 millions d'euros, ce qui est très peu pour un film d'animation, surtout en 3D. Et je l'ai ressenti durant le visionnage, entre certaines mises en scène très simplistes car il pouvait pas faire trop de plans, et le scénario qui ose pas aller plus loin que son concept par peur d'en faire trop. Bah c'est un peu dommage quoi. Alors après l'univers est cool, hein, et c'est plutôt joli, il faut le dire, mais voilà, c'est vraiment pas, mais alors vraiment pas mémorable. Numéro 61, Le Parc des Merveilles de Dylan Brown. Le gros problème de ce film, c'est qu'il n'ose pas. L'animation est super, genre c'est vraiment beau, le film semble proposer une histoire qui parle du passage à l'âge adulte, l'acceptation du monde réel, malgré la volonté de rester dans son imaginaire, et pourtant ça n'a même pas osé bousculer ses personnages. Le film est trop gentillet et trop flou pour bien percevoir toute la métaphore qu'elle tente de proposer. Ça fait que survoler la surface pour au final nous donner que quelques personnages sympathiques et quelques situations intéressantes, mais sans plus. Après ce film, j'ai juste eu ce petit goût amer, parce que je savais que ce film avait le potentiel d'une histoire à faire chialer. Mais non. Numéro 60, Raph 2.0 de Rich Moore et Phil Johnston. Encore un film d'animation, je sais, c'est la brochette. J'avais aussi déjà critiqué ce film dans un cacao critique et mon avis a pas trop changé. J'adore le premier Ralph, hein, sincèrement, c'est un film qui me touche beaucoup et qui me fait vibrer mon petit cœur de gamer. Ce deuxième film, je l'attendais beaucoup, mais bordel que ce fut la déception. Le film nous propose une histoire qui détruit toute l'évolution des personnages que l'on a pu voir dans le premier film. L'histoire est quasi inexistante, elle est surtout portée par des sketchs sur le sujet d'internet parce que Internet c'est trop drôle, et à côté, bah y a rien. C'est un peu con quoi. Par contre, hein, la musique du générique de fin elle est trop cool. Mais c'est dommage que ça soit que ça quoi. Numéro 59, Dumbo de Tim Burton. J'ai pas vu beaucoup de films de Tim Burton, j'avais bien aimé Miss Peregrine et son Batman m'avait pas vraiment plu. Mais voilà, je me souviens plus trop de Dumbo, tout ce que je sais c'est qu'il y avait pas le personnage de cette gamine ultra casse-couille, Dumbo volait pas 50 fois dans le film, il y avait pas Eva Green qui volait sur Dumbo, en plus c'est pas très bien fait. Enfin voilà, c'est pas nul hein, mais c'est un peu useless quoi, et qu'est-ce que je me suis fait chier devant ce film quoi. Numéro 58, Ça chapitre 2 d'Andy Muschietti. J'avais vraiment kiffé le 1, toute l'énergie du film était vraiment cool, c'était un film qui m'avait fait du bien. Puis là je sais pas ce qui s'est passé mais qu'est-ce qu'on se fait chier. J'ai l'impression d'avoir vu 2h50 de film où on connaît plus les personnages que les personnages eux-mêmes. Il y a des scènes d'horreur très bien pensées mais au fond on passe son temps à passer d'une scène d'horreur à une autre sans réelle suite logique. En plus cette quête de recherche des Horcruxes là, enfin c'est bon on se croirait dans un jeu vidéo, ça peut être cool à faire mais là ça se prêtait pas du tout à l'univers. Puis le côté chaman non plus en fait, hein. Ça vraiment ça m'a totalement déconnecté. Non vraiment c'est une déception cette suite finale. Numéro 57, Proxima d'Alice Winocourt. Quand j'ai entendu parler de ce film je lui ai directement mis beaucoup d'espoir. Un film français qui aborde le sujet de la conquête de l'espace, certes sans aller dans l'espace, ça a quand même le mérite d'être rare. Du coup
être déçu, hein. C'est pas mauvais en soi, car l'histoire est intéressante, les acteurs sont bons, surtout la petite, bordel qu'elle joue bien, pourtant c'est de plus en plus rare les enfants acteurs qui jouent bien en France, donc c'est un point positif à noter. Mais sur le reste, j'ai été totalement délaissé par la réal que j'ai trouvé très vide personnellement. Mis à part le traitement du son qui est présent, on va dire, le reste je le trouve mais vraiment mauvais, et c'est sûrement ce qui a gâché le film pour moi. Numéro 56, la favorite de Yorgos Lanthimos. Sur ce film, je suis un peu partagé. En fait, la première heure m'a bien plu, genre je kiffais bien, il y avait des bons bails, tu vois. Puis je me suis vite lassé après parce que la deuxième heure m'a paru interminable. J'avais l'impression que le film ne savait plus trop quoi raconter. Les actrices sont vraiment ouf, il y a une mise en scène méga intéressante, mais je me suis fait chier. Enfin voilà, je me suis ennuyé après ça. C'est vraiment pas un film qui m'a marqué. Numéro 55, Rambo Last Blood d'Adrian Grunberg. Bon, j'ai découvert le premier Rambo à peine quelques heures avant de découvrir ce film. Ce fut très spécial car le personnage est vraiment très différent. J'ai cru avant d'aller le voir que ça allait vraiment être nul. Mais au final, on se retrouve avec un Rambo qui se la fait à la Punisher, qui vieillit et du coup n'est plus aussi fort et agile qu'avant. Donc il est obligé de penser stratégique. Et vraiment, le film m'a assez étonné au final car il y avait de beaux moments d'émotion. C'est pas le film le mieux écrit au monde, mais ça se prend au sérieux sans que ça soit ridicule. Et puis la fin est bien fun et gore comme il faut, et donc un gros whoop pour ce film. Numéro 54, Jumanji Next Level de Jane Kasdan. Le Jumanji sorti il y a 2 ans était une jolie surprise. C'était cool, fun, pas prise de tête, l'histoire était vraiment sympa à suivre, mais c'était pas ouf non plus. C'était juste surprenant car je m'attendais à une daube. Du coup celui-ci c'est un peu la recette à marcher, refaisons la même. Bon, l'ajout des personnages de Danny DeVito et Danny Glover est vraiment une bonne idée, ça donne au film une énergie très fun, ça lui permet aussi plein de nouvelles situations qui étaient vraiment amusantes, je l'avoue. Mais ça va pas plus loin, le concept reste le même que le 1, bien qu'on s'éloigne beaucoup des codes du jeu vidéo, je trouve. J'ai personnellement moins eu l'impression qu'on suivait des personnages dans un jeu. Enfin voilà quoi, c'était quand même une séance cool. Numéro 53, la vie scolaire de Mehdi Idir et Grand Corps Malade. J'avais kiffé Passion leur premier film, et j'avoue avoir été quelque peu déçu par ce deuxième film. En soi, le film est pas mauvais, loin de là, il y a de très bonnes scènes d'émotion, c'est plutôt drôle, mais au fond, j'ai presque trouvé ça lourd. On aura beau me dire que ça se passe réellement comme ça dans certains lycées, je n'y ai personnellement pas cru. Et je pense que c'est surtout dû aux acteurs qui jouent les ados. Je vais être franc, je trouve qu'il n'y a aucun qui joue bien. J'ai presque eu l'impression de voir 40 clichés sur pattes qui récitaient juste des textes sans réellement réfléchir. Bon, après il y a de très bonnes scènes, on sent l'envie au Doréal de faire du cinéma, donc c'est déjà ça, mais personnellement je me suis senti hors dehors du film, et je crois que le montage aussi est pour une raison, parce qu'il est un peu cafou. Numéro 52, Angry Birds Copain comme cochon de Turop Van Orman et John Rice. J'avais bien aimé le 1, j'avais trouvé fun et sans prise de tête, là c'est la même chose et en un peu moins bien. L'histoire est un peu bancale, il y a une surutilisation de morceaux connus à tel point que j'ai failli en faire une overdose, et puis les voix sont pas les mêmes pour tous les persos, donc c'est un peu troublant, je parle de la VF. Après c'est toujours aussi fun, il y a encore des moments où j'ai lâché des gros rires car ça fonctionnait bien, mais ça va pas plus loin quoi. Numéro 51, Retour à Zombieland de Ruben Fleischer. Le 1 est cool, celui-ci est sympa, voilà, on retrouve le personnage qu'on aimait bien, l'esprit est toujours là, les 2 premiers actes du film sont cool à suivre, mais le dernier c'est cafouilleux de ouf. Plus rien n'a vraiment de sens ou de force, c'est vraiment pas un climax sympa quoi, j'ai bien rigolé dans ce film, mais voilà, c'est... Bon après, la scène post-générique est vraiment ouf, c'est totalement gratuit, mais franchement, puis caca. Numéro 50, Captain Marvel de Anna Boden et Ryan Fleck. En vrai, j'ai fortement apprécié le visionnage de cette projection cinématographique. Le message est cool, j'aime personnellement bien le personnage de Captain Marvel et il y a certaines scènes qui sont vraiment bien pensées. Le fait qu'on ridiculise le passé d'un perso sans cette badass, ça me dérange pas. Donc voilà quoi, c'était un film bien sympa, mais après faut être franc, c'est pas le film du MCU le plus percutant. Numéro 49, Midsommar de Ari Aster. Je vais vous avouer que ce film a quand même déçu. J'ai voulu le voir dès que j'ai vu la bande-annonce de cinéma qui semblait proposer un film très mystique, partant dans un fantastique assez glauque. Au final, rien. Enfin, l'histoire est intéressante, mais pas non plus impressionnante. Le film se repose presque seulement sur sa réal qui est assez glauque et dérangeante, mais très soignée et bien maîtrisée. Mais à cause de ce que ça raconte, c'est triste d'avoir un film juste bien dans sa réal, quoi. Enfin, gros dommage, quoi. Gros miskin. Numéro 48, La Mule de Clint Eastwood. Bon, lui aussi il m'a un peu déçu. La bande-annonce, encore une fois, te vendait quelque chose de vraiment puissant et qui semblait mettre le personnage de Clint Eastwood sur un fil tendu tout le long, alors qu'au final, c'est assez tranquille. Le film est émouvant, certes, c'est beau, les acteurs sont cool et l'histoire est sympa à suivre, mais c'est finalement pas incroyable. J'ai été plus tendu devant la bande-annonce, quoi. Numéro 47, X-Men Dark Phoenix de Simon Kinberg. C'était pas si mal finalement. Ce film était tellement morné que je ne pensais pas passer un bon moment devant. Il y a plein de scènes bien cool, je pense surtout à la scène dans l'espace, qui est sûrement l'une des scènes les mieux pensées de tous les films X-Men, tellement qu'elle utilise en fait avec brio chaque personnage comme il faut. Bon, le film est loin d'être oufissime, surtout qu'il fait un peu triste comme fin définitive de la saga X-Men qui a commencé depuis 2000, faut le rappeler. Mais au moins dans ce film, la scène d'accident de voiture est bien réalisée, contrairement à toi, film. Numéro 46, Nicky Larson et le parfum de Cupidon de Philippe Lachaud. C'est un film qui a ouvert plusieurs débats, principalement sur la question peut-on rire de tout. Et comme moi je pense que oui, j'ai bien rigolé devant ce film. Il m'a même impressionné car comme beaucoup je pensais que ce serait pas mal à chier en fait. Et finalement on nous propose un petit film d'action en multiples références qui font plaisir et qui sont plutôt bien casés avec un humour très années 90, mais en vrai c'était pas dérangé pour rien, ça passe. Le seul bémol je dirais qu'il se trouve dans la réal, qui est plutôt cool à certains moments mais qui fait tout de même ultra kitschouille à d'autres. Mais en vrai, ça passe. Numéro 45, L'incroyable histoire du facteur cheval de Nis Tavernier. Bon, c'est le dernier film pour lequel j'avais fait un
feedback aux critiques, et encore une fois, je respecte ce que j'avais dit dedans. Ce film est très beau, il propose des scènes émotionnelles fortes, l'histoire du facteur cheval étant très belle en soi, hein. Jacques Gamblin est génial dans le rôle, les plans d'Adrome sont jolis, mais comme je l'avais dit techniquement, le film a certains problèmes qui sont quand même un peu dommages. Mais à part ça, je vous le conseille, surtout si vous aimez First Man. Oui, je continue à faire la comparaison, même si c'est ultra différent, je sais bien. Numéro 44, Nous finirons ensemble de Guillaume Canet. Mais c'est un florilège de films français, mon dieu. J'avais pas vu Les Petits Mouchoirs avant de voir ce film, du coup j'avoue avoir pas mal galéré à tout comprendre à la base. Bon, après un pote m'a aidé pendant la séance, mais en dehors de ça, je connaissais rien de ces personnages. Et c'est ce qui m'a bluffé, parce que même sans les connaître, j'ai été pris d'affection pour tous ces gens-là. Alors c'est vraiment pas un film ultra intéressant dans sa mise en scène, mais c'est surtout très bien écrit et interprété par tous ces bons acteurs. C'est bien sympa, on ressent toutes les émotions qu'il faut recevoir, et on finit par passer des vacances avec ces gens au final. Numéro 43, Kroll d'Alexandre Aja. Je ne pensais pas que j'apprécierais ce film pour être franc, je pensais que ce serait un film totalement con, c'est juste drôle de voir des gens se faire bouffer par des alligators. Sauf que non, c'est bien pensé, le suspense est maîtrisé, les personnages sont pas cons, ils sont même très intéressants à suivre, l'horreur est pas exagérée, il y a juste un seul petit jumpscare que j'ai trouvé très con, mais sur le reste, le film est plutôt intelligent et bien réalisé. Voilà, c'est quand même le deuxième film préféré de Tarantino cette année. Hein. Numéro 42, Glass de M. Night Shyamalan. J'avais aimé Incassable, mais sans plus, j'avais beaucoup apprécié Split, même si j'avais quelques reproches. J'avais du coup très envie de voir ce qu'il proposerait avec cette fin, et c'est très intéressant mais quand même décevant, car au final le film ne raconte pas grand chose. Alors c'est un film de super-héros très spécial dans sa construction narrative, mais ce n'est pas ce qui m'a gêné. Je crois que c'est ce manque d'extraordinaire. Je veux pas trop parler du film en lui-même, car les films de M. Night Shyamalan ça se découvre. Mais tout ce que je peux dire c'est que je m'attendais à plus, parce que là j'ai trouvé que c'était pas grand chose. Numéro 41, Une intime conviction d'Antoine Rimbaud. Et je parle pas du poète. Ce film que je suis allé voir juste parce qu'il y avait Marina Foïs, mais aussi parce que les critiques étaient bonnes, m'a un peu déçu. Il est très bien, hein, mais c'est tout. En fait, l'histoire est très passionnante parce que l'affaire en elle-même est passionnante, et elle est en plus interprétée par de très bons acteurs, mais ça va pas plus loin que ça. Hein. Le montage m'a fait vraiment mal à la tête au début, je le trouvais un peu mal branlé personnellement, mais rien que pour le monologue final d'Olivier Gourmet, il faut voir ce film. Numéro 40, Star Wars, l'ascension de Skywalker de J.J. Abrams. J'ai personnellement beaucoup accroché à cette dernière trilogie depuis le début. Je vais pas plus développer là-dessus car je n'ai aucune envie de vous faire aimer la trilogie si vous ne l'aimez pas. Si vous l'aimez pas, c'est votre choix, un point c'est tout. Dans tous les cas, moi je kiffe. Et pourtant pour ce dernier film, j'avais peur de ne pas aimer. Au début du film, on sent qu'il y a beaucoup de choses à raconter pour conclure la saga, donc ça va très vite. Et je crois que le problème principal du film, il est là. En fait, mon avis sur ce volet de la trilogie est assez spécial car il évolue de plus en plus. À la base, je l'avais surkiffé et j'y voyais presque aucun défaut. Puis petit à petit, sans forcément y repenser, je sentais une grosse déception qui s'emparait de moi. Alors après, j'ai reçu beaucoup d'émotions, hein, j'ai jubilé, j'ai ri, j'ai stressé, enfin bref, j'ai passé un très bon moment divertissant comme chaque épisode a toujours su faire avec moi. Mais d'un côté, je ressens une énorme frustration, comme si le film n'avait pas réussi à terminer la saga comme le 6 avait pu le faire à la base. Ce film a beaucoup trop de problèmes malheureusement, et c'est un gros dommage. Salut, j'interromps 2 secondes la vidéo pour vous avertir qu'après avoir revu Star Wars 9, il devrait désormais être en numéro 56. Mais j'avais déjà trop avancé sur le montage pour tout rebouger en fait. Enfin, c'était un vrai bordel, j'avais une énorme flemme de tout changer. Enfin voilà, mais retenez bien du coup qu'il aurait dû finir en numéro 56 et que mon avis du coup a pas mal changé sur le film. Voilà. Je vous laisse. Salut. Numéro 39, Dragon, le monde caché de Dean DeBlois. Bon, je surkiffe le premier, le deuxième est joli, mais possède un héros et un méchant complètement con. Donc bon, j'étais pas des plus confiants pour ce final. Et bah au final, c'est bien cool. Dans la suite du 2, c'est magnifique à l'image et les musiques sont toujours aussi poilantes. Mais bon, si seulement ça avait pas suivi le 2 pour ce qui est de l'histoire, bah c'est pas ouf quoi au niveau de l'histoire. Le monde caché, on s'en bat les couilles, il introduit juste une idée trop cool pour l'épilogue, mais pas plus quoi. On s'en fout de plus en plus des personnages, mais le méchant est méga cool. Et il est exactement ce que devrait être une bonne némésis de Harold. Donc le film est sur du kiff-kiff plutôt sympa, mais on est loin d'avoir une trilogie grandiose selon moi. Numéro 38, La Reine des Neiges 2 de Jennifer Lee et Chris Buck. Je veux juste applaudir Disney parce que je ne suis pas un grand fan du premier, du moins c'est le seul Disney que je ne peux pas regarder en VF malgré la présence de Donald Renew, et là j'avoue avoir été vaincu. Il est l'un des rares films que je suis allé revoir au ciné cette année. J'ai acheté la BO dans les heures après avoir vu le film, et je l'ai vu en VF. Je trouve l'histoire très cool, beaucoup plus intéressante que le premier, je kiffe les chansons et j'aime encore plus ses personnages. Mais le bémol qui fait qu'il n'est pas plus haut dans ce classement, c'est la mise en scène toujours aussi triste et plate que nous proposent les deux réals. Il y a de ces moments dans le film où tout pouvait me faire chialer, mais ils n'ont pas l'air d'avoir poussé plus loin dans leur réflexion. Numéro 37, Raoul Tabura, un secret de Pierre Godot. Ce film est très beau, il est d'une poésie si fine, si enfantine que ce fut très agréable de visionner. Il propose un univers tout mignonnet et des personnages ultra attachants. La réal est très sympa et bon Dieu que j'adore ce genre de petits films. Mais malheureusement il y a un hic. Qu'est-ce que ce film manque cruellement de force? Alors je n'ai pas réussi à saisir où il en manque, mais j'ai vraiment galéré à ressentir toutes les émotions. C'était vraiment un chouette film à regarder, mais il manquait ce truc qui le rendait vraiment extraordinaire. C'est peut-être dans l'histoire ou dans la réal, je sais vraiment pas, mais en tout cas, ça manquait de quelque chose. Numéro 36, Le Mystère Henri Pic de Rémi Besançon. C'était très sympa. Qui n'aime pas quand il y a un mystère à résoudre après tout? Bah là, j'avoue que l'aventure était prenante. Ensuite, sans complication l'histoire, on avance avec les personnages, le rythme est agréable. Non, c'est vraiment cool, c'est pas extraordinaire, hein, loin de là, mais j'ai passé un très bon moment devant, et c'est déjà bien. Numéro 35, Rocketman de Dexter Fletcher. Bon, j'avais détesté Bohemian Rhapsody, que Dexter Fletcher avait terminé de réaliser, mais
j'avais bien aimé son Eddie the Eagle, donc je gardais confiance, surtout que les visuels semblaient plutôt cool, mais bon, les visuels de Bohemian Rhapsody l'étaient aussi, du coup c'était mitigé. Mais qu'est-ce que je suis content d'avoir bien aimé ce film. Avant d'être un simple biopic, c'est surtout une comédie musicale très bien mise en scène. Il y a de ces idées qui étaient plus que bonnes. C'était cool, c'était fort, et c'était ce qu'aurait dû être Bohemian Rhapsody selon moi. Numéro 34, Apprenti parent de Sean Anders. Mais qu'est-ce que fout ce film ici? J'avoue que je n'avais pas du tout prévu d'aller le voir celui-là. Et pourtant, ce fut une jolie surprise. C'est loin d'être un film d'auteur avec une mise en scène très recherchée, hein, mais c'est surtout très beau au niveau de ce que ça raconte, et aussi dans la manière dont c'est raconté. Les relations entre les personnages sont vraiment cool, et le film devient méga intéressant à regarder rien que pour ça. Puis c'est un film qui a réussi à me faire pleurer, et quand un film me fait pleurer, bah il a le droit à mon respect. Numéro 33, Le Chant du Loup d'Antonin Baudry. Ce film a sûrement pulvérisé le record de nombre de semaines en salle. Si je dis pas de conneries, dans mon cinéma il est resté au minimum 15 semaines, ce qui est un nombre souvent réservé qu'aux gros blockbusters. Et pourtant ça n'a pas empêché au film de faire un flop. Et c'est dommage pour un film français de cette envergure. Alors c'est un film qui possède de nombreux problèmes, surtout au niveau de la narration, où à un certain moment c'est un peu plus fragile qu'à d'autres, ou encore certains effets spéciaux qui sont à revoir. Mais c'est un film qui a un très bon niveau. Enfin voilà, c'est dommage qu'il ait pas eu plus de succès. Numéro 32, Spider-Man Far From Home de John Watts. Moi je l'ai bien aimé, Homecoming. Voilà, ça c'est dit, maintenant la suite. Bah j'aime beaucoup, c'était une aventure très intéressante à suivre, surtout après les événements d'Avengers Endgame. J'aime beaucoup cette version de Mysterio, j'aime toujours autant ce côté teenager qui s'associe très bien à Spider-Man je trouve. Non vraiment j'ai bien aimé. Après si je peux pointer du doigt un problème, c'est que c'est l'une des premières fois où pour un film solo du MCU où j'ai vraiment eu l'impression qu'il ne pouvait pas exister sans voir les autres. Enfin je ne sais pas comment exprimer ce ressenti mais il me faisait presque regretter le fait qu'il y a un univers étendu. Bizarrement. Numéro 31, Minuscule 2, Les Mandibules du bout du monde de Hélène Giraud et Thomas Zabo. J'ai découvert le premier film peu de temps avant de voir cette suite. Bon, j'ai trouvé le premier plus intéressant, mais celui-ci est quand même vraiment cool. Il y a toujours cet humour bien dosé dans cet univers ultra cool à suivre. J'ai eu cette sensation de voir un Toy Story mais version insecte. C'est bien pensé, bien écrit et bien réalisé. Il faut quand même se rendre compte qu'on s'attache à des insectes. Déjà pour moi c'est incompréhensible que je puisse m'attacher à ces bestioles, mais en plus ils ne parlent à aucun moment. Et ça c'est toujours un exploit quand des gens arrivent à faire ça dans un film. Numéro 30, Brooklyn Affairs d'Edward Norton. J'ai un délire sur les détectives privés depuis peu. Genre j'adore cet univers, je sais pas trop pourquoi. Du coup j'avais une grosse attente pour ce film, et il est vraiment bon. C'est loin d'être un film excellent car l'histoire en elle-même n'est pas exceptionnelle, bien qu'elle soit forte c'est pas la plus grande des histoires que j'ai eu à voir. En tout cas la BO est vraiment cool et la performance d'Edward Norton est juste géniale. Après je trouve qu'il y a beaucoup trop de longueur et qu'il manque d'une mise en scène plus marquée. J'aurais vraiment plus apprécié le film si Norton avait imposé un style très personnel. Numéro 29, Bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis. Numéro 29 et pourtant c'est sûrement l'une de mes plus grosses déceptions de l'année. En fait le film est très bien, très émouvant et très intéressant, surtout dans son traitement. Mais qu'est-ce que je m'attendais à plus? Peut-être à trop. En fait j'ai sincèrement cru qu'avec ce film Zemeckis allait nous proposer un nouveau Forrest Gump. Et c'est peut-être à cause de ça que j'ai finalement été déçu. Je le répète, c'est un très beau film mais qui n'a vraiment pas cette puissance que Zemeckis a déjà proposé avec ses anciennes réalisations. Numéro 28, C'est du moi si tu peux de Jonathan Levin. Ce film est sûrement celui qui a le plus respecté mes attentes cette année. Tout ce que je voulais voir c'était une histoire d'amour drôle, et ça tombe bien, c'était une histoire d'amour drôle. Alors y a pas que ça non plus, l'aspect politique du film est tout aussi intéressant, ça donne même plus de tension au film. Après y a pas une réelle des plus marquantes, mais l'histoire est très actuelle, sans pour autant qu'elle tape à la tête. En clair j'ai passé un bon moment devant, en clair, le film a fait son job. Numéro 27, Green Book sur les routes du sud de Peter Farrelly. L'Oscar du meilleur film 27ème? Bah ouais, écoutez, c'est un film très bien écrit, très bien réalisé, très bien interprété. En gros, c'est un film que s'il devait être noté à l'école, on lui donnerait un 19 sur 20 car tout est maîtrisé. Mais ça n'atteindra pas la note du 20 car ça va pas plus loin en fait. Surtout que Peter Farrelly nous a habitués à plus en termes de réel lorsqu'il faisait des films avec son frère, c'est tout de même un peu dommage. Mais c'est un très bon film, me faites pas dire le contraire. Numéro 26, J'accuse de Roman Polanski. Polanski est un connard, c'est fait, c'est dit, maintenant parlons du film. C'est fort, c'est dur, c'est incroyablement bien joué par tous les acteurs, sauf Emmanuel Seigné. La reconstitution du vieux Paris est vraiment bien foutue, les scènes de jugement sont vraiment ouf. Enfin voilà, c'est incroyablement bien maîtrisé. Maintenant ce qui manque à ce film, c'est la musique qui n'est vraiment pas mémorable. Alexandre Desplat il est venu, il a posé ses fichiers MP3 qu'il a fait cet été en sirotant Juju Pamplemousse et il s'est barré. C'est dommage car la fameuse scène du J'accuse méritait une composition mais grandiose quoi. Et là, Numéro 25, Avengers Endgame de Joe et Anthony Russo. J'avais bien kiffé Infinity War, et là j'ai doublement bien kiffé. J'ai chialé comme pas possible et jamais je n'aurais cru assister à ce genre de film un jour au cinéma. C'est un événement au fond auquel je suis fier d'avoir participé. Je n'ai jamais vécu auparavant de séance aussi géniale que celle-ci. Bien sûr que ce n'était pas le meilleur film de l'univers, bien sûr qu'il y a beaucoup de problèmes, mais qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que c'était cool à regarder. On peut penser ce qu'on veut du MCU, mais quand un film arrive à relier toutes les personnes assises dans une salle entre elles, c'est respectable plus que 3 fois 1000. Numéro 24, Le Dain de Quentin Dupieux. J'ai découvert pour la première fois Quentin Dupieux avec Au Poste, que j'avais vraiment bien aimé. Le Dain, j'ai un peu moins aimé, mais bordel qu'est-ce que c'était drôle quand même. C'est vraiment spécial comme film, faut pas y aller en se disant juste qu'il y a Jean Dujardin sur l'affiche, donc ça sera un film à la Jean Dujardin. Non, je dis ça car il y a des gens qui étaient dans la salle avec moi qui ont été... comment dire...
assez surpris par ce que proposait le film. C'est de l'absurde, ça va vraiment dans le film de genre, c'est méga intéressant dans sa mise en scène. Enfin non, vraiment, c'est méga cool. Numéro 23, Ad Astra de James Gray. Bon, malgré qu'il soit 23ème, ce fut une légère déception ce film. En fait, j'ai vraiment adoré, c'est juste que je m'attendais à mieux. Je kiffe le jeu de Brad Pitt, il est pourtant plutôt simple, mais c'est ce qui le rend plus attachant et plus intéressant. Ça s'éloigne un peu de l'image qu'on a de Brad Pitt habituellement. Le film possède des scènes que je trouve super bien pensées sur tous les points, il y a des plans qui m'ont fait jubiler, des séquences qui m'ont fait frissonner, mais c'était pas assez. Ça manque de ce quelque chose de puissant, de formellement profond qui va te faire transer. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment apprécié cette odyssée dans l'espace qui me prouve à nouveau que voyager là-haut, c'est pas pour moi. Numéro 22, Shazam de David F. Sandberg. C'est la première fois que j'apprécie autant un film du DCEU. Le seul que j'ai toujours pas vu c'était Man of Steel, mais pour tous les autres c'était moi, nul, chiant, MDR et fuck the what. Donc bon, c'était pas gagné. Et pourtant, j'avais de l'espoir dans ce film. Je sentais un truc, une énergie qui allait me plaire. Et en effet, c'est un film qui m'a énormément touché. J'ai surtout eu l'impression de découvrir un film de super-héros dans la veine de ceux des années 2000. J'adore l'histoire, j'adore les personnages, j'adore l'humour de ce film et j'aime énormément le style qu'a apporté David F. Sandberg. J'ai vraiment passé un très bon moment devant et c'est tout ce que je redemande pour la suite. Numéro 21, Us de Jordan Peele. Et comme beaucoup d'autres films de ce top, je n'ai découvert que la filmo de Jordan Peele 2 mois avant. Bon, en l'occurrence ici il y avait juste Get Out qui a énormément marché sur moi, donc j'avais de grosses attentes pour Us. J'ai énormément aimé ce film, bien qu'au fil du temps une légère déception s'est emparée de mon âme. En gros, j'ai juste trouvé le film moins anxiogène et mystérieux que ce que nous avait proposé Jordan Peele précédemment. C'est un film vraiment bien pensé, Jordan Peele maîtrise très bien l'horreur et les musiques sont trop cool, mais j'avoue que je m'attendais encore une fois à mieux. Numéro 20, Joker de Todd Phillips. Alors celui-ci a pas mal dégringolé, c'est dingue parce que plus je monte dans le top, plus je vous dis que ce film m'a déçu, c'est joli non? Bon, plus sérieusement, Joker comme beaucoup je l'attendais énormément. Pour parler positivement du film, c'est qu'il fonctionne. C'est un film ultra percutant, qui fonctionne à tous les niveaux, qui propose des idées certes déjà vues mais très bien utilisées. La BO est géniale, Todd Phillips s'est vraiment mis à fond sur sa mise en scène et puis bah Joaquin Phoenix est très bon. Mais qu'est-ce qui m'a déçu alors? En vérité, je pense que j'apprécierais beaucoup plus ce film sur le long terme. La méga hype qu'il y a eu autour m'a franchement saoulé. Je voyais des bandes annonces partout, des affiches partout, tout le monde en parlait, j'en pouvais plus en fait. C'était l'overdose. Je suis donc parti sur un a priori, je pense. Après, ce n'est pas la seule raison, loin de là, je dirais juste que ma vision du Joker est assez différente de ce que proposait Todd Phillips, et qu'à partir de là, même en acceptant son idée, j'aurais toujours mes préférences. Et je pense que c'est aussi dû au fait que le film m'a marqué, certes, mais pas énormément. Numéro 19, It Must Be Even d'Elia Suleiman. C'était très drôle, c'est un film à sketch. En gros, c'est juste un vieil homme, le réalisateur du film ainsi en plus, qui observe le monde qui l'entoure. Il y a vraiment une lecture amusante d'aujourd'hui. Le film va donc dans l'absurde à proposer des situations qui ont souvent aucun sens. C'est un film que j'ai vraiment trouvé très drôle et poétique, avec un personnage principal méga attachant alors qu'il a dans le film seulement 2 répliques. Mais genre vraiment 2 répliques. En plus de ça, ça parle de la Palestine. Alors, sans forcément en parler de conflit, tout ça, juste en parlant d'espoir. Et bah j'ai trouvé ça très beau. Numéro 18, Les Incognitos de Nick Bruno et Troy Kwan. On vit dans une époque où Les Indestructibles est devenu une référence. Je dis ça parce que ce film possède une esthétique très inspirée du film de Brad Bird. Alors c'est pas aussi ouf, mais c'est réellement une jolie surprise. Je m'attendais pas à passer un aussi bon moment devant ce film. Le scénario est simple, mais il ne va pas dans le cliché bateau, il va juste faire des choses simples qui sont suffisantes pour recevoir toute émotion. Les scènes d'action sont cool, les personnages sont super bien développés, le méchant est bien sympa, l'histoire m'a donné quelques frissons, sincèrement, c'était vraiment bien. J'ai juste regretté qu'il ne laisse pas souffler quelques scènes qui pourraient nous faire lâcher quelques larmes. Mais en dehors de ça, on sent que les réals et les scénaristes sont fans des films d'espionnage et qu'ils ont souhaité apporter leurs idées au genre. Numéro 17, John Wick Parabellum de Chad Stahelski. Comme beaucoup de films de ce top, j'ai découvert les 2 premiers films quelques jours avant ma séance du 3e volet. J'ai bien aimé le 1, j'ai beaucoup aimé le 2 et j'ai surkiffé ce 3e film. Sincèrement, c'est de l'action ultra fun, bien chorégraphiée, bien filmée et bien violente. Et c'est cool de voir ce genre de film au concept aussi bien assumé. C'est quand même un beat'em all ce film. On est super proche d'un jeu vidéo avec un scénario effleurant le nanardesque. Mais pourtant c'est tellement bon. Ça s'apprécie, ça se kiffe sur l'instant et franchement, c'était une super séance. Numéro 16, Le Mans 66 de James Mangold. Bon, normalement c'est le dernier film du top qui m'a légèrement déçu. Depuis peu je me pose une grande question, comment filmer la vitesse? Bon, malheureusement c'est pas un film qui va me donner la réponse, mais ça n'enlève en rien qu'il est vraiment très bon. En fait, j'avais très envie de voir ce film car j'adore les bagnoles. Je suis pas un expert en marque, en série, en mécanique, en technique, etc. Non, j'aime juste ce que dégage une voiture et le bruit du moteur qu'elle peut faire. C'est quelque chose que je kiffe, et en plus de ça j'adore les courses de voiture, raison pour laquelle j'adore Cars. Et pour ce qui est du Mans 66, j'ai été légèrement déçu, non pas par le jeu de Matt Damon et Christian Bale car ils sont trop bien, non plus par l'histoire car elle est méga intéressante, mais plus par sa narration. On est très proche du docu avec ce film. On sent qu'il y avait beaucoup de choses à raconter et que même 2h20 c'était pas suffisant, donc il a fallu rusher. C'est cocasse pour un film de course. Je m'attendais sincèrement à plus de propositions de la part de James Mangold, mais en vrai, j'ai kiffé regarder ce film. Numéro 15, Dr. Sleep de Mike Flanagan. Je ne suis pas un fan de Shining, j'ai pas détesté mais je n'ai pas non plus kiffé. Bon, plus le temps passe, plus je me rends compte de ce qui est bien, mais en même temps je me suis méga fait chier devant.
Mais ça arrive, hein, et parfois il y a des films ça touche moins que d'autres, hein. Donc j'étais très peu attiré par cette suite. Et pourtant c'est carrément ce que je voulais voir. Il a développé ce que Shining n'a pas fait et ce qui manquait pour moi du coup, ce fameux Shining. Là on est plus sur un film d'aventure que la folie que proposait Shining. J'ai beaucoup plus accroché à cette nouvelle proposition qui me convient totalement en fait. Numéro 14, La Grande Aventure Lego 2 de Mike Mitchell. Le premier volet était oufissime, et bah la suite est en totale continuité avec celui-ci. On n'a peut-être pas la réal de Phil Lord et Chris Miller, mais on les a au moins au scénario et rien que là c'est excellent. Le film continue à développer les idées proposées dans le premier film en approchant quelques nouveautés au vu des nouveaux personnages que sont les Duplo. C'est toujours aussi drôle, toujours aussi touchant, toujours aussi fun, bref, toujours aussi super génial. Oh trop, j'ai fait une ref au film. Numéro 13, Vice d'Adam McKay. J'adore les biopics, mais j'avoue qu'en général, je les surkiffe pas non plus, car souvent ils regorgent pas d'idées de mise en scène hyper novatrices. C'est toujours de l'exposé, genre on filme juste ce qui s'est passé, sans rien proposer réellement derrière. Et là, Adam McKay nous fait totalement l'inverse, en brisant le quatrième mur plusieurs fois, en filmant ce personnage machiavélique avec brio jusqu'à le rendre attachant. J'ai failli pleurer pour ce putain de personnage, c'est horrible. Mais le grand point positif de ce film, c'est son montage qui est maîtrisé de ouf. Le film aurait pu être simplet, juste suivre ce personnage horrible qui fait des choses horribles, mais Adam McKay a décidé de nous montrer différemment l'horreur de ce personnage, et ça rend le film juste excellent. Numéro 12, La fameuse invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti. Il m'a juste fallu voir cette affiche pour me donner envie de voir le film. Regardez-moi cette direction artistique, c'est si beau. Ce film c'est une peinture animée, on pourrait arrêter à chaque frame que je suis sûr qu'on pourrait en ressortir un tableau. Donc vous l'avez compris, c'est beau. Vraiment très beau. Et pas que pour la rétine, l'histoire qu'elle raconte est tout aussi belle. À la base, l'histoire est adaptée d'un conte italien, sauf que les scénaristes ont préféré rallonger l'histoire, proposer une suite, montrant un autre point de vue de l'histoire, et c'est juste génial. C'est même à se demander comment le roman original a pu s'arrêter à ce point du récit. C'est vraiment un film intelligent et beau sur tous ses aspects. Numéro 11, Parasite de Bong Joon-ho. Alors pour moi, il a bien mérité sa palme d'or. C'est un film qui remplit parfaitement tous les critères qu'il doit remplir. Oui, c'est un thriller ultra stressant proposant une histoire sociale très actuelle et pas seulement coréenne. La réal de Bong Joon-ho est extraordinaire, c'est super bien filmé et méga déprimant. En fait, je vois vraiment peu de choses qu'on peut reprocher au film, j'en vois même critiquer en fait. Ça tend en fait vers une perfection. Bon, on arrive au top 10. Le sérieux commence réellement maintenant. A l'occasion, je vais moins rusher dans ma diction, je vais essayer de prendre plus mon temps, sans forcément aller à 2 à l'heure non plus, hein. La vidéo est déjà bien longue, je vais pas commencer à la rallonger de 30 minutes. En tout cas, en ce moment, sur l'écran, je vous affiche mes top 10 des 4 dernières années pour que vous ayez une sorte d'aperçu du cinéma que j'aime. On va dire ça. Bon, bah, c'est parti pour le top 10. Numéro 10, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Je ne suis pas le plus grand fan de Tarantino, je sais juste qu'à chaque visionnage de ses films, je vais passer un bon moment car il a la maîtrise et la passion de ce qu'il fait, le cinéma. Et quoi de mieux que pour son nouveau film, qui nous parle de son métier. Once Upon a Time in Hollywood, c'est une très belle œuvre. C'est un film qui fait sa déclaration d'amour au cinéma des années 60. DiCaprio nous donne ici l'une de ses prestations les plus incroyables. Au niveau de l'histoire, Tarantino joue avec nos nerfs en s'amusant avec la réalité. Tout cela pour obtenir un final on ne peut plus grandiose. Once Upon a Time in Hollywood, ce n'est pas un film qui plaira à tout le monde, car c'est, je pense, l'un des Tarantino les moins accessibles d'ailleurs. Loin de là l'idée d'être élitiste, hein, mais Tarantino nous a clairement habitués à un cinéma assez différent. C'est pour cette raison que je pense que ce film puisse être plus galère à apprécier. Mais pour moi, c'était un grand kiff. Numéro 9, Les Misérables de Ladj Ly. Bon, ce film, ce fut une expérience. C'est un film qui se veut proche du documentaire, voire du reportage. On suit sur le terrain des flics qui patrouillent dans un quartier de Montfermeil et c'est tout ce qu'il faut pour que le film ait quelque chose à raconter. C'est un film puissant, ultra bien joué, que ce soit par les acteurs professionnels que par les enfants. Le film est stressant de bout en bout, car on n'est jamais sûr de ce qui peut arriver, que ce soit du côté des habitants que du côté des flics. On sent que le danger peut venir de partout. Mais je dois vous avouer une chose, ce film m'a surtout pris avec sa dernière scène. Je pense que cette scène monte en grade le film qui était déjà très bon jusque-là. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas été autant tendu devant un film. C'est un film qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment bouleversé et que je vais être loin d'oublier. Numéro 8, Klaus de Sergio Pablos et Carlos Martinez Lopez. Avant de voir ce film, je m'attendais à découvrir un simple film d'animation de Noël banal mais sympa à regarder. Et j'avoue avoir été agréablement surpris. Déjà on est face à une animation qui est tout bonnement magnifique. Ça se fait de plus en plus rare les films occidentaux animés à l'ancienne, mais bordel que lorsqu'on en voit un, ça nous rappelle que c'était une méthode qui permettait des effets mais magnifiques quoi. À côté de ça, le film possède toutes les qualités d'un excellent film d'animation, la musique, l'univers, les personnages et toutes les émotions qu'il peut apporter. Mais il y a un mais. J'ai un gros problème avec la VF. Généralement, je suis quelqu'un qui regarde les films d'animation en VF. C'est comme ça, j'aime bien, même s'il m'arrive de regarder en VO. Comme il y en a une pour ne citer que ce film au hasard, bien sûr. Mais ici, la VF est dégueulasse. À part le Divine Saignée qui est excellente, hein, Alex Lutz est à la ramasse, François Berléand n'a pas du tout la voix d'un Père Noël, et Karine Viard n'a rien d'une voix de mamie, bordel de cul. Et malheureusement, vous pourrez me dire que je n'avais qu'à regarder la VO. Mais même là, c'est pas ultra ouf. C'est mieux, hein, mais le casting reste mal fait. Malgré que je kiffe J.K. Simmons, il a pas trop la voix d'un Père Noël, quoi. Heureusement que le film propose une histoire qui m'a fait plus que transer, surtout sur son idée finale. Mais je n'en dirai pas plus. Numéro 7, Mon Inconnu de Hugo Gélin.
J'ai failli rater ce film. Et qu'est-ce que je m'en serais voulu? C'est sûrement l'une des plus belles romances que j'ai vues au cinéma. Et je parle pas du couple en lui-même, je parle de la manière dont l'histoire d'amour est traitée. J'ai rarement vu un film aborder le manque avec tant de précision. Et le pire, c'est que ce film n'est pas juste badant par le traitement de sa romance, mais il est aussi ultra drôle, et ultra bien mis en scène, et ultra bien joué, et ultra ouf en fait. C'est assez spécial car à la base, le scénario du film est très classique. C'est tout de même juste l'histoire d'un gars qui vient de vivre une dispute avec sa meuf et qui se retrouve le lendemain sans elle dans une dimension parallèle où ils ne se seraient jamais rencontrés. Ça c'est un scénario qu'on a déjà vu un millier de fois, mais Hugo Gélin, Igor Goktesman et Benjamin Parent, car faut pas oublier les scénaristes parfois, ont réussi à l'aborder de manière tellement différente tout en prenant en compte les clichés déjà existants. C'est vraiment ultra bien pensé et très beau. Numéro 6, Pokémon Détective Pikachu de Rob Letterman. C'était LE film que j'attendais le plus de cette année 2019. Bon, derrière Takinoko, mais comme finalement il est sorti en 2020 en France, bah, cher dans ma gueule. Enfin, Détective Pikachu est sûrement l'une des plus grosses attentes de toute ma vie. Je suis un gros fan de Pokémon, alors pas un gros fan au point de tout connaître par cœur, mais j'ai toujours kiffé cet univers. À tel point que, comme pour beaucoup de gosses de mon âge, je suppose, je rêvais que les Pokémon existent. Mais comme on est dans une putain de réalité et que c'était pas possible, bah je rêvais de voir un jour un film retranscrire les Pokémon de manière réelle. Et Détective Pikachu l'a réussi avec brio. Je vous avoue que j'avais un peu peur que le film soit mauvais, mais même pas. Il est bien pensé, bien écrit, bien réalisé. Henry Jackman a totalement compris l'univers du vidéo en ce qui concerne la musique. Enfin bref, c'est une putain d'adaptation. Alors après, je suis conscient que le mettre 6ème, ça peut paraître beaucoup quand même, mais pour moi, ça l'est pas. J'ai vraiment été ému devant ce film, j'ai vraiment été refait, je me suis senti respecté, j'ai senti de l'amour venant de ce film, et juste pour ça, il pouvait pas être plus bas. Numéro 5, À coup de tiré de Ryan Johnson. Avant même de voir ce film, je savais que j'allais l'aimer. J'arriverai pas à décrire précisément pourquoi, mais rien qu'avec certaines images, j'avais compris que Ryan Johnson avait très bien capté son univers. Puis bon, sans forcément en avoir vu des milliers, j'adore les films à la Agatha Christie. Et j'avoue que du coup, le film m'a perturbé dans un premier temps. Il a fallu que je le revoie pour savoir à quel point j'avais aimé mon visionnage. Car comme pour Star Wars 8, Ryan Johnson propose ici de déconstruire un style de film que l'on connaît pour y proposer de quelque chose de nouveau, de plus neuf. Sans forcément réinventer le style, il s'est juste penché sur un point de vue très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, et c'est très audacieux. Rajouter à ça la musique et une écriture finement bien pensée, en plus d'une superbe mise en scène, bah vous obtenez un film maîtrisé du début jusqu'à la fin, avec l'envie de raconter quelque chose, et pas seulement de faire un film pour faire un film. Numéro 4, J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. Déjà, généralement, j'adore les créations du studio Xylam. Vous en avez sûrement entendu parler, ils ont fait les Zinzins de l'espace, Oggy les Cafards, Rats ou encore Shuriken School. Et en long métrage, ils ont pas fait grand chose car ça coûte cher d'en faire et généralement ils sont jamais rentables. Et alors que pourtant ils ont fait Tout seul Ouest, sûrement l'un des films qui m'a fait le plus rire au monde. Mais ici on est très loin de ce qu'a pu faire Xylam jusque là. L'histoire de base écrite par Guillaume Laurent qui est devenu co-scénariste du film à la suite est déjà ultra spéciale. C'est toujours un défi de donner de l'affection à une chose à la base inanimée. Et là c'est réussi à 100%. La main est si bien utilisée et ils l'ont mis dans les situations qu'il fallait. C'est vraiment bien foutu. C'est un film assez badant mais vraiment très beau, que ce soit par son animation que par le message qu'il transmet. J'ai été transporté par cette double histoire qui n'en forme qu'une. Vraiment, ça m'a impressionné et j'en suis resté sur le cul. Numéro 3, La Belle Époque de Nicolas Bedos. Bon, il a juste fallu me raconter le pitch de ce film pour que je sache où ça allait me plaire. Mais à ce point, putain de merde, que ce film a atteint une certaine perfection pour moi. C'est émouvant, c'est drôle, c'est si intelligent et si bien monté. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant aimé voir Daniel Auteuil jouer. Fanny Ardant, elle est géniale, Canet de même, Tilly aussi, enfin tout le monde en fait. Chaque idée de ce film est excellente, chaque histoire est prenante, la morale est si belle et le film se lâche dans plusieurs recoins de la dépression, de l'amour-haine, de la nostalgie. Ce film, c'est un partage. Il use d'une idée qu'on a tous eue dans notre tête, voyager dans le temps. Mais au final, à quoi bon en fait? C'est réellement bluffant et je m'attendais pas à autant aimer ce film. Et puis bah merci à Nicolas Bedos et Anne-Sophie Vernayen pour cette douce bande son. Numéro 2, Toy Story 4 de Josh Cooley. Le fameux Toy Story qui faisait un peu peur à tout le monde. C'est vrai que la fin du 3 était tellement parfaite que l'idée de faire une suite était incompréhensible. Je veux dire, jusque-là, Toy Story 3 terminait sur le départ d'Andy à l'université, toute une histoire s'achevait car Andy était lié à ces personnages qu'on avait suivis pendant des années et des années. Et pourtant, il y a un truc qu'on avait totalement zappé, c'est qu'au fond, Toy Story, c'est pas l'histoire d'Andy. Et c'est là où ils ont tapé fort. Enfin, il y a pas que là, hein. C'est parce que faut être franc, l'idée de Fourchette, elle est putain ouf. Il développait toute une histoire autour d'un ustensile qui prend vie car une petite fille a décidé d'en faire un jouet. C'est juste génial, il y a tellement de possibilités avec ça. Personnellement, j'ai énormément grandi avec Toy Story 2 et non pas le 1, d'où le fait que ce dernier est sûrement celui que j'aime le moins. Dans tous les cas, j'ai grandi avec ces personnages et pour sûr, ce film m'a déchiré de l'intérieur. C'est certes un film qui se concentre surtout sur Woody et de nouveaux personnages pour laisser derrière le reste de la bande sur qui on va moins s'intéresser, car au final ils ont plus forcément de choses à raconter, mais bon, j'avoue que j'aurais tout de même aimé un peu plus de présence de leur part. Mais
Sincèrement, ça n'élève en rien l'excellence du reste du film. Pixar montre une nouvelle fois qu'ils savent jouer avec les histoires que l'on connaît déjà par cœur, tout en proposant de nouvelles idées. C'est une excellente fin qui conclut tout un arc qui n'avait pas forcément besoin d'être abordé, mais qui n'entache vraiment pas la fin de Toy Story 3. Et eux au moins, ils ont réussi à bien terminer leur saga cette année. Et enfin, numéro 1, Ne coupez pas, de Shinichiro Ueda. Je n'avais à la base pas du tout prévu d'aller voir ce film. Je l'ai découvert simplement parce que j'étais arrivé trop tard pour l'avant-première de Détective Pikachu. Le truc avec ce film, c'est que je peux pas trop vous en parler, car c'est vraiment un film qui se découvre sur le tas. C'est une perle rare, il a été réalisé avec un budget hyper minime qui correspond à peu près à 25 000 €. Il a été tourné en 8 jours, les acteurs assistaient eux aussi l'équipe technique. Enfin, c'est vraiment un petit film indépendant qui à la base était prévu pour être diffusé dans seulement 2 salles japonaises. Ce film, c'est de l'amour, c'est de la passion, c'est de l'envie de créer et s'amuser. C'est tellement riche, j'ai rigolé encore et encore et encore. Regardez ce film, c'est tomber amoureux du cinéma. Je peux pas en dire plus, c'est dommage car c'est quand même le numéro 1, donc faudrait que je m'exprime dessus. Mais en vrai, je pense que je viens de dire suffisamment de choses pour expliquer en quoi ce film m'a transporté. Si ce film est pour moi le meilleur de l'année, c'est parce qu'il prouve que le cinéma, c'est avant tout une passion, que c'est un jeu, que c'est une envie de créer avec tout et n'importe quoi, et qu'au final c'est pas juste un simple concours. Et je dis ça en sachant que je peux moi-même chercher à faire mieux que d'autres, à vouloir oublier l'amusement de créer, de partager, de juste kiffer l'instant durant un tournage. Mais ce film m'a vraiment marqué pour ça, pour son message. C'est pour ça que pour moi ce film est mon préféré de 2019, pour l'amour qu'il m'a encore plus transmis à ce que je souhaite faire, du cinéma. Et ben voilà, comme quoi c'est pas si compliqué de parler de 74 films. Bon, j'avoue que la vidéo est quand même bien longue, je m'excuse, je sais que je suis pas forcément le plus intéressant des gars à écouter pendant 40 minutes, mais bon. Voilà, parce que voilà. Dans tous les cas, j'espère que vous êtes pas trop fait chier. Bon, en vrai, je m'en bats les couilles, mais il paraît que c'est poli de dire ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos films qui vous ont marqué en 2019, je me ferai un plaisir de ne pas les lire. Non, je déconne, moi il peut y avoir un seul commentaire que je me sens déjà plus pissé. Pour conclure la vidéo, je citerai par conséquent Alice Guy, première personne à réaliser de la fiction au cinéma. Bien ou bien? Bon, on va terminer la vidéo, parce que là je sens que je suis fatigué. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux et allez vous faire